que, dans les dernières années, la société a grandement évolué vers un idéal où chaque individu vivrait dans le respect d'autrui, plusieurs problématiques et enjeux sont encore bien présents et sont la cause de nombreux débats et questionnements. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aborderai un sujet qui me tient vraiment à cœur, soit l'hypersexualisation et ses diverses formes qui sont encore très présentes dans notre société. De plus, je parlerai de plusieurs impacts que peut avoir celle-ci. Par le passé, on parlait de l'hypersexualisation comme étant le fait d'attribuer un côté sexuel et de sexualiser quelque chose qui n'est pas du tout sexuel. Ce phénomène est très présent dans les médias qui, lors de la promotion de produits, peuvent entre autres banaliser la sexualité, utiliser des stéréotypes sexuels et utiliser le corps, surtout le corps féminin, afin de vendre leurs produits. Certaines entreprises utilisent même des images montrant la femme dans une position de soumission et mettant l'accent sur les attributs physiques de celle-ci pour augmenter leurs ventes. D'autres démontrent des hommes performants et virils qui agissent selon les normes dictant la manière selon laquelle un homme devrait se comporter. Ce genre de publicité ne fait que nuire aux luttes quotidiennes menées pour l'obtention de l'égalité entre chaque individu. De plus, elles maintiennent une pression constante sur chaque personne, leur dictant comment elle devrait être et agir en nous donnant des images réalistes d'individus modèles. On peut entre autres penser à la pression au niveau de la performance sexuelle et du fait que l'on devrait tous avoir un physique idéal. Voici un exemple de ce genre de publicité. Nouveau gel douche Axe Anarchy déclenche le chaos. Maintenant, parlons des répercussions de ce genre de publicité. Cette mode publicitaire a un impact négatif chez les jeunes. En effet, cela peut influencer comment certains jeunes perçoivent leur corps et la sexualité en leur donnant une vision déformée de celle-ci. De plus, cela peut entraîner un développement sexuel précoce chez les jeunes qui ne sont pas nécessairement prêts à cela et qui ne sont pas nécessairement conscients de comment se déroule un rapport sexuel sain et sans risque. Par exemple, certains vont avoir des relations sexuelles sans protection car ils ne sont pas conscients des risques liés aux ETSS ou encore à une grossesse non désirée. Afin de lutter contre ces impacts, on peut se renseigner sur la sexualité à l'aide de sources fiables et garder un esprit critique sur les images qui nous sont montrées au quotidien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant. L'idéal serait que la sexualité ne soit plus autant prônée par les médias, mais cela demande de longues démarches et du temps afin de changer les façons de faire et les mentalités. Dans les derniers mois, on a entendu parler d'un nouveau concept d'hypersexualisation. Il s'agit du fait de sexualiser la manière dont une personne est habillée. Par exemple, selon certaines personnes, lorsqu'un individu porte, par exemple, un décolleté, une jupe courte, une camisole, c'est pour attirer l'attention. Elles pensent que c'est la faute de la personne si son habillement attire le regard. D'autres viennent même jusqu'à justifier un viol en disant que c'est la faute de la victime parce qu'elle était habillée d'une manière trop osée. On retrouve ce type de discours et manière de penser un peu partout dans la société, mais il est encore plus présent dans certains milieux, comme les écoles. Je me souviens de ma visite à mon école secondaire en 6e année. J'avais demandé au professeur pourquoi avions-nous un uniforme et elle m'avait répondu que c'était parce que, par le passé, certaines filles s'habillaient d'une manière trop osée, ce qui déconcentrait les garçons et mettait les professeurs mal à l'aise.
On ne peut pas nier qu'il y a un problème que de dire à une jeune fille de 12 ans que son corps est une source de distraction pour le sexe masculin. Selon moi, il est possible de faire un lien logique entre l'ancien concept et le nouveau concept d'hypersexualisation. D'après moi, l'hypersexualisation de certaines publicités, vidéos et autres est une des causes de l'hypersexualisation de l'habillement. En effet, ce type de publicité sexualisant l'habillement et le corps d'un être ne fait que renforcer le mythe selon lequel certains vêtements ont nécessairement un but sexuel. De plus, cela renforce aussi l'idée selon laquelle la nudité et certaines parties du corps ont un aspect sexuel. Il est nécessaire que les choses changent. Selon moi, au niveau scolaire, au lieu du code vestimentaire strict de certaines écoles, il serait plus logique de laisser les élèves s'habiller comme ils le veulent et d'éduquer ceux qui ne se comportent pas correctement. Par exemple, lorsqu'un garçon fixe le décolleté d'une fille avec insistance, certains diraient à l'adolescente que c'est à elle de ne pas s'habiller d'une manière à provoquer les garçons, mais en réalité, il est de la responsabilité du jeune homme de se contrôler. Au lieu de pénaliser la jeune fille, comme on le ferait sûrement aujourd'hui, on devrait plutôt éduquer le jeune homme. Il est du devoir de chacun et chacune d'apprendre à bien se comporter en société. Un autre problème majeur lié au code vestimentaire est le fait qu'il n'est pas toujours appliqué de la même façon d'une personne à une autre. Par exemple, parfois, une personne qui a une petite poitrine pourra porter un chandail qu'une personne ayant une poitrine plus proéminente n'aurait pas le droit de porter en raison de son physique. Ne voyez-vous pas qu'il y a un réel problème? L'habillement d'une personne ne devrait pas être contraint par son physique? D'un autre côté, il y a les écoles possédant un uniforme. En tant que tel, ce n'est pas celui-ci le problème, mais la raison principale pour laquelle celui-ci a été instauré. Il n'est pas mauvais dans la mesure où son but est de dissimuler les différences sociales entre les élèves, mais il devient problématique lorsque son but est d'éviter que l'habillement de certains attire trop l'attention. Afin d'effectuer les changements dans toutes ces règles sexistes et illogiques et de trouver le bon équilibre, les directions d'école devraient être plus à l'écoute de leurs élèves. Grâce à une bonne communication de chaque partie, il serait possible de prendre de bonnes décisions. Il faudrait, entre autres, pour certaines écoles, décider si les raisons du maintien de l'uniforme sont valides en excluant, bien sûr, toutes celles liées à l'hypersexualisation. Il faudrait donc, sans doute, revoir l'objectif de celui-ci. Si la décision est de maintenir l'uniforme, il serait selon moi important de ne pas catégoriser les vêtements par sexe. De plus, il ne faudrait pas que cela soit comme avant et que l'on surveille chaque détail comme la longueur d'une jupe. Dans les derniers mois, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes voulaient et demandaient du changement, mais ceux-ci ont souvent été bloqués à cause d'un manque de collaboration et de compréhension des plus vieux. Pourtant, c'est très possible de s'entendre. Prenons l'exemple du district scolaire d'Alameda, en Californie. Après que les élèves aient exprimé leur désaccord avec le code vestimentaire de leur école, ils ont réussi à obtenir un code plus permissif et plus égalitaire. En gros, on leur demande de porter un haut, un bas, des souliers et de couvrir leurs fesses, mamelons et parties génitales avec du tissu opaque. Après ce changement, les élèves disaient se sentir mieux parce qu'ils n'allaient plus avoir à se soucier à savoir s'ils n'allaient pas avoir de problème à cause de leur habillement. Si ces élèves de Californie ont réussi à faire bouger les choses, pourquoi ne pourrions-nous pas faire pareil?